Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo différente par rapport à ce que j'ai pu produire avant, puisque c'est une vidéo qui va être en fait en deux parties. Il y aura une partie publique, et il y aura la version complète qui sera accessible uniquement via un lien en description. Je vais vous expliquer la véritable raison pour laquelle je souhaite m'enrichir. Et d'ailleurs, ça fait écho à un commentaire que j'ai eu, je vais réduire ma tête, sur la vidéo que l'on a fait ensemble avec Georges alias Slashcoin. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mettrai le lien à droite et puis aussi en description. Et il y avait donc cette question 100 millions à 60 ans, pourquoi? Car oui, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois sur cette chaîne, j'ai un objectif d'enrichissement de 100 millions de dollars à horizon de mes 60 ans. Et donc, qui faisait cette remarque, pas besoin d'avoir autant pour jouir d'une liberté financière pleine. Qu'est-ce qui te pousse à fixer ces objectifs? C'est une très bonne question. Donc, je vais y répondre dans cette vidéo. Alors, pas dans la version publique. Dans la version publique, je vais faire quelques constats. Petite interruption dans la vidéo, juste pour vous préciser que vous allez le voir, j'ai ma tête qui saccade à la suite. J'ai un problème de surchauffe de mon ordinateur quand j'ai la webcam qui est lancée. Je vais essayer de le résoudre le plus vite possible pour que ça ne soit plus présent dans les vidéos que je tourne. Mais du coup, vous m'excuserez, il y a ce petit souci dans la suite de la vidéo. Néanmoins, le fond reste présent, l'écran est toujours filmé et ça me semble quand même le plus important. Voilà. De manière aussi objective que possible, appuyer sur des rapports, appuyer sur des articles que l'on trouve sur Internet et rien de fou au niveau des constats. Par contre, dans la version qui sera privée, qui n'est accessible que via le lien donc en description, que je mettrai aussi en commentaire épinglé, je vais parler de mes croyances, mes convictions, sur la base de ces constats. Je vais revenir sur l'épisode Covid, qui est venu, malheureusement, à mon sens, confirmer certaines de ces croyances, de ces convictions. Je vais venir donc évoquer clairement le pourquoi cet enrichissement, parce que voilà, cet objectif de 100 millions, effectivement, on peut se dire, mais pourquoi? Pourquoi autant? Et il y a des raisons profondes, en fait, derrière ça, que justement j'évoquerai. Je vais aussi bien vous expliquer un peu ok, bah, comment je vois les choses sur on fait quoi? On fait quoi? Comment on s'y prend? Si vous partagez ces convictions, si vous partagez ces croyances, les constats, l'objectif c'est justement, bon, encore que les constats aussi, on peut les voir de différentes manières. Mais justement, l'objectif c'est d'être aussi objectif que possible sur cette partie-là. Mais donc voilà, je vais vous expliquer à mon sens qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je fais, puisque j'ai réfléchi à tout ça depuis plusieurs années. Et ma conclusion donc sur tout ça. Donc encore une fois, voilà, dans cette vidéo publique, vous n'avez que la partie quelques constats. L'histoire récente m'a montré aussi que je devais faire attention à ce que je disais publiquement, puisque certaines personnes peuvent réagir de manière extrêmement agressive, et pas seulement sur les réseaux. Donc, les constats. L'objectif, c'est de ne pas apporter de jugement de valeur sur toute cette partie. C'est juste, voilà, je vous évoque des éléments sur lesquels moi, j'ai mis mon focus et qui sont corroborés par des articles, des rapports, qui ne sont absolument pas exhaustifs. Vous les trouverez d'ailleurs en lien en description si vous voulez aller voir vous-même. Et je vous y invite à faire vos propres recherches et aller challenger les constats que je fais, puisque, bon, euh, même si je fais en sorte qu'ils soient aussi pragmatiques et objectifs que possible, ils sont forcément quand même biaisés. Donc, mondialisation déjà. Je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que depuis plusieurs décennies, il y a vraiment un effet voilà, il y a la mondialisation, une optimisation des circuits de distribution, une optimisation des circuits de production. Et ça a une conséquence, c'est une centralisation de la richesse qui s'accroît. Puisque là où avant un entrepreneur avait comme terrain de jeu eh bien, un territoire qui était défini, là aujourd'hui il a la globalité du monde qui peut être à sa portée. Et ça, fatalement, eh bien, ça entraîne un effet d'échelle d'autant plus important et donc une centralisation des richesses qui a tendance à s'accroître au fur et à mesure que la mondialisation se poursuit.
Et ça, donc, c'est des choses que l'on peut voir dans le World Inequality Report. Vous avez en fait un site qui est dédié. Et donc, bon, bah, vous avez un joli petit graphique que vous voyez là, est en train donc de se générer et où on voit effectivement, alors je vais enlever, voilà, hop, il se répète pas pour qu'on puisse l'arrêter sur la fin. Et donc, bon, bah, vous voyez en fait que il y a une toute petite partie de la population qui possède beaucoup plus que le reste du monde. Voilà, 1% de la population possède 38% de la richesse totale. Et on a 50% de la population qui possède 2% de la richesse totale. Donc premier constat. La fortune des milliardaires, donc voilà, qui a davantage augmenté depuis le début de la pandémie qu'en une décennie. Donc ça date du 17 janvier 2022, cet article. Et on a aussi cet article du Monde qui date de 2015. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est quand même une tendance qui se confirme et qui n'a pas vraiment tendance à ralentir. Ça vient le confirmer ici. Alors on avait des circonstances particulières au niveau là de la période de pandémie avec beaucoup d'argent qui a été déversé et puis les gens qui en avaient le plus sont ceux qui en ont le plus profité. Mais en fait, c'est circonstances exceptionnelles et en même temps pas vraiment. C'est juste une continuité du monde dans lequel on évolue. Alors là, jugement, voilà, croyance et jugement personnel, je vais essayer d'éviter d'en faire dans cette partie. Là, on peut lire l'écart entre les très riches et les très pauvres s'accentue fortement ces dernières années. En 2010, il fallait additionner les richesses de 388 milliardaires pour parvenir au patrimoine des 50% les plus pauvres. En 2014, ils sont 4 fois moins. On a donc mondialisation, une diminution des ressources. Ça, je pense que là aussi, c'est quelque chose dont on parle de manière régulière. Néanmoins, c'est toujours bien d'aller regarder des rapports, regarder des éléments factuels autant que possible, puisque bon, on le sait, même les rapports peuvent être parfois extrêmement biaisés. Néanmoins, bon, ça me semble difficile de nier la chose là. Donc, on a ici le rapport l'état des ressources en terre et en eau pour l'alimentation et l'agriculture dans le monde, que je vous invite eh bien, à aller parcourir. Et puis là, sur la partie minerais, donc ce site-là nous fait un état des lieux en fait de la demande en minerais en fonction des types de technologies qui sont notamment aujourd'hui poussées comme la voiture électrique. Donc là on voit une comparaison en termes de quantité de minerais que va demander une voiture électrique versus une voiture conventionnelle. Et puis là on a les éoliennes offshore, onshore, les panneaux solaires, le nucléaire, etc. Et là on a ce graphique qui montre des projections d'évolution de la demande en termes de minerais entre 2020 et 2040. Donc on voit qu'effectivement, il y a une évolution assez notable. Troisième constat, on a l'émergence de technologies pour prolonger la vie. Donc là, de la même manière, je vous ai mis un lien avec cnbc.com qui date de 2019, donc c'est quelque chose dont on parle maintenant depuis un petit moment. Et dans ma communauté privée, on s'intéresse plutôt activement au sujet. Et donc on a des informations qui passent sur cette thématique et on voit qu'il y a vraiment, en fait, quand on s'y intéresse, quand on creuse, il y a vraiment beaucoup de choses qui se passent et notamment des technologies accessibles en dehors de l'Occident, parce que c'est des choses qui vont demander en fait plusieurs décennies parfois pour arriver et être accessibles à la population globale, voire voilà, on peut se poser la question de est-ce qu'elles le seront ou pas un jour. Mais là, on en reviendra à la partie que je vais évoquer dans la vidéo privée, mes croyances et convictions. Néanmoins, bon, les technologies avancent de manière phénoménale à ce niveau-là. Et donc je vous invite là aussi, l'objectif de, c'est pas de lire tous les articles, mais je vous invite à aller les consulter. Lié à ça, eh bien, la thématique du transhumanisme, on sait qu'il y a aujourd'hui des boîtes comme Alphabet qui travaillent sur ce sujet. Manipulation de l'ADN. Si vous n'avez pas suivi ou connu
ou vu passer l'émergence de la technologie CRISPR il y a de ça quelques années. Je vous invite à aller faire des recherches là-dessus, CRISPR. Et on voit aussi l'émergence de cliniques privées, bien évidemment, de rajeunissement. Vous avez des choses même qui se font en France, à Paris. J'en parlais d'ailleurs hier avec quelqu'un qui est spécialisé dans la médecine esthétique. Je salue si jamais il passe par là. Salut Christian. Et moi, je connais aussi quelqu'un là qui déploie en fait des cliniques de rajeunissement un peu partout dans le monde, avec comme offre un abonnement annuel permettant d'accéder une fois par an à une de ces cliniques pour, l'objectif est de prolonger sa vie en fait, exploitant donc les dernières technologies à ce niveau-là. La productivité qui est de plus en plus décorrélée de l'humain. Alors, assez logiquement, hein, on a, et c'est Yuval Noah Harari qui en parle dans ses différents livres, notamment Sapiens, Homo Deus, 21 leçons pour le 21e siècle, si je ne me trompe pas sur les titres. Et avec l'émergence de cette décorrélation entre la production qui vient de la force en fait humaine et le transfert vers bien les machines, les algorithmes, on a de plus en plus comme ça des organisations qui sont optimisées. Alors je n'ai malheureusement pas réussi à retrouver l'article et les statistiques à ce niveau-là, mais ça montrait en fait la chute drastique qu'il y avait du nombre d'individus qu'il fallait dans une des entreprises du S&P 500 pour produire, entre donc 2000 et aujourd'hui jusqu'à 2020, si mes souvenirs sont exacts, pour produire en fait 1 million de chiffre d'affaires. Et c'est assez logique puisque de plus en plus aujourd'hui, là où il y a un siècle, vraiment, plus on avait de salariés, plus on avait d'employés, plus on avait de ressources humaines, et bien plus on pouvait produire. Aujourd'hui, ce n'est plus vrai. On a besoin de beaucoup moins de personnes pour produire, en fait, beaucoup plus. Et le gros de la force de production vient des machines, des algorithmes, et puis on a, alors bien sûr, dernièrement, ça a fait pas mal les choux gras de la presse, ça s'est un peu calmé, j'ai l'impression maintenant, mais on a parlé aussi du machine learning, de l'IA. Alors on parle aujourd'hui plus de machine learning que d'IA, notamment avec celui qui a un petit peu amené ça aux yeux du grand public. Moi le premier aussi, hein, je dois avouer que je suivais ça de manière plus lointaine avant ça. Eh bien c'est ChatGPT. D'ailleurs j'ai fait intervenir un chercheur qui nous a démystifié la chose pendant 3 jours dans ma communauté privée. C'était extrêmement intéressant et je pense que je vais en fait créer une conférence payante pour refaire intervenir ce chercheur qui est spécialisé d'ailleurs dans le machine learning autour du langage et je pense que c'est en tout cas pour ceux qui ont une vision long terme dans leur vie, et c'est quand même le sujet là aujourd'hui de cette vidéo, ça me semble fondamental de comprendre comment fonctionnent ces technologies, quelles en sont les limites, et aussi à quel point c'est une révolution industrielle. Voilà. Donc bon, tout ça donne effectivement des organisations optimisées et ensuite sur la partie OK conséquences, j'en parlerai dans ma partie croyances et convictions. Les CBDC, donc, eh bien, les monnaies numériques de banque centrale, ça, pour tous ceux qui s'intéressent à la crypto, forcément, vous en avez entendu parler. Pour tous ceux qui s'intéressent un petit peu à leur liberté aussi, je pense que vous vous y êtes intéressés. Revenons sur la partie constat. Voilà, euro numérique. Là, vous avez un lien qui explique de manière détaillée, OK, comment ça va être déployé, en tout cas, voilà, qui explique le principe, les avantages, où en sommes-nous, etc. Et vous avez aussi le lien vers le calendrier que on va aller voir ensemble. Donc,
qui est un fichier PDF. Hein. De la même manière, je vous mets le lien en description. Toutes les sources, je vous mets les liens en description. Mais globalement, voilà au niveau du calendrier. Donc nous sommes le 3 mars 2023 aujourd'hui. Donc on voit automne 2023, décision de lancer la phase de réalisation. Donc c'est quelque chose qui approche quand même à grands pas. Les tensions aujourd'hui entre deux gros blocs. D'un côté, les pays dits occidentaux, notamment États-Unis, Europe, versus les BRICS. Et donc, bon, ben, je pense que c'est difficile de passer à côté dernièrement. Euh, on en a des manifestations en termes de tensions directes via ce qui se passe autour de Taïwan, ce qui se passe du côté de l'Ukraine. Et puis là, pour de la même manière, apporter des éléments qui sont probants. Voilà, How the Growing Appeal of BRICS Challenges American Influence Abroad. Donc voilà, c'est un article qui est sur le site American Security Project qui évoque effectivement comment les BRICS aujourd'hui s'organisent pour challenger l'influence américaine à l'étranger. Ensuite, bon ben, je pense que tous ceux qui me suivent sont au courant de ce qui se passe au niveau des cryptos. Alors là, on est potentiellement plutôt dans la croyance que du constat. J'espère que vous m'excuserez cet écart, mais je crois que si on a l'émergence d'une technologie et une adoption alors il est difficile de nier que ça croît, et pour ça, je vous renvoie notamment vers la dernière vidéo, la troisième partie de l'explication de mon plan d'accumulation qui est actuellement en cours, où je vais chercher des éléments là factuels en termes d'indicateurs sur l'évolution de l'utilisation notamment de la blockchain Bitcoin et aussi Ethereum. Et donc, je pense que clairement, si on a une émergence de cette techno, de son utilisation, c'est que ça répond à un besoin. Et là, comme je vous disais, j'espère que vous m'excuserez cet écart, mais qui répond à mon sens à un besoin de liberté et de reprise de sa responsabilité. Diminution drastique de la natalité dans les pays développés occidentaux. Alors là, je vous prends en fait ce site où vous voyez, j'ai mis un certain nombre de pays, même chose, hein, vous avez dit en description, de pays occidentaux. Et on voit en fait qu'on a une chute qui est vertigineuse de la natalité. Et c'est un vrai problème aujourd'hui. La France, on se glorifiait de la natalité qu'il y avait en France pendant longtemps face à nos voisins en Europe. Bon, ben aujourd'hui, on est à 1,83 pour pouvoir avoir un renouvellement naturel de la population, ou juste en fait une stagnation. Il faudrait être à 2,10. Estonie 1,58, Espagne 1,23, Germanie, donc Allemagne 1,53, Autriche, Australie 1,58, Autriche 1,44, Italie 1,24, United Kingdom 1,56, United States 1,64. Voilà. De nouveau un constat, je vous laisse un peu gamberger sur les potentielles conséquences qu'il peut y avoir à l'avenir. Mais en tout cas, une civilisation où la... Alors, je digresse. Ça fait partie de mes projections et croyances. Mais voilà, je me permets. Mais je pense que vous conviendrez qu'une civilisation où on a la population qui décroît et où on a du coup une diminution des enfants, en fait, de la nouvelle génération, ce n'est pas très bon signe sur sa capacité à faire de la croissance et à perdurer. Et puis, dernier constat, bon, là, je me suis épargné le fait de vous sortir des articles sur le sujet. Je vous laisserai faire vos propres recherches, mais je crois qu'on en parle suffisamment dans les médias d'une manière générale. Mais le mouvement écologique se renforce de manière drastique dans l'Occident. Même si, bien entendu, est-ce qu'on fait assez, est-ce qu'on fait les bonnes choses, etc. Voilà, je n'apporte aucun jugement, en tout cas dans cette partie de la vidéo là-dessus. Clairement, on a quand même un renforcement là-dessus, notamment dans le souhait de
pousser des énergies dites vertes renouvelables, ainsi que les véhicules électriques. Voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo sur la partie publique. N'hésitez pas à réagir en commentaire, me dire ce que vous en pensez. Et puis si vous voulez pousser plus loin, si vous êtes prêt si vous avez l'ouverture d'esprit, et si vous êtes prêt à écouter des choses qui potentiellement vont vous déranger, et vous avez le droit de ne pas être d'accord avec toi, hein, bien sûr, eh bien je vous invite à cliquer du coup sur le lien en description pour accéder à la vidéo complète. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.